On va vous parler maintenant d'un succès, immense succès et même peut-être succès inespéré, diront certains. Succès en librairie avec plus de 63 000 exemplaires écoulés en une semaine seulement. On en parle avec vous, Laure Manin, et je crois que vous l'avez emmené ici, ce succès. C'est ce livre, celui de Gisèle Pellicot, et la joie de vivre. Le livre cartonne en librairie, mais pas que, en librairie française, mais pas que, dans le monde entier. Oui, c'est une immense sortie internationale qui a été coordonnée par l'éditeur Flammarion, qui a fait traduire le livre déjà en 22 langues simultanément, sortie internationale. Donc une grande tournée qui a été prévue pour Gisèle Pellicot. 150 000 livres ont été édités en France, 63 000 ont déjà été vendus. C'est extrêmement rapide et ça s'arrache comme des petits pains parce qu'évidemment, l'histoire a fasciné. Alors, ça a été traduit en français, en anglais, en allemand, en italien, portugais, néerlandais. Gros succès aussi en librairie, Royaume-Uni, Allemagne, Norvège, avec des promotions, des unes dans tous les médias du monde entier. Les plus grands magazines comme Vogue, Vanity Fair ont fait de Gisèle Pellicot leur cover girl. Normalement, ce sont des jeunes mannequins extrêmement belles. Là, c'est plutôt une femme de 70 ans qui est devenue l'héroïne, mais il y a aussi le New Yorker, la BBC, CBS, El País, etc. À Londres, il y a eu une lecture publique d'extraits du livre qui a été faite par des actrices de renom, Kate Winslet, Christine Scott Thomas, Emma Thompson a été choisie pour faire la voix du livre audio. Et puis, on parle déjà d'une adaptation aux États-Unis en série avec Meryl Streep qui tiendrait le rôle principal. C'est dire le succès. C'est un livre que vous avez lu, Laure. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Alors, d'un point de vue littéraire, c'est un très bel objet. Ça se lit bien, c'est bien écrit, c'est très agréable à lire. Et c'est d'ailleurs assez surprenant vu le thème extrêmement sordide, les histoires qui sont racontées. Mais c'est normal en même temps parce que c'est signé Judith Pérignon, autrice, journaliste et une très belle plume. Donc, ça se lit avec beaucoup de facilité et j'ai même envie de dire de plaisir malgré le fond. Sur le fond, effectivement, on aborde les questions difficiles. Comment Gisèle Pellicot a découvert l'affaire, par quoi elle est passée, et puis toutes les questions qui restent, la façon dont sa famille aussi s'est délitée, et ce qu'elle a appris au fur et à mesure, les vidéos qu'elle a vues, les hommes qui la défiaient du regard dans le prétoire. La rencontre aussi avec Dominique Pellicot, qu'elle décrit comme un homme amoureux, très tendre, qu'elle rencontre tout jeune, timide, à l'opposé du monstre qu'on a découvert dans les prétoires, un gosse cabossé qui rencontre en Gisèle Pellicot une jeune fille qui a perdu sa mère à l'âge de 9 ans, qui elle aussi a de la peine et qui se trouve et qui forme une alliance pendant 50 ans, a priori sans problème, sauf que évidemment il y a eu ce poteau rose qui a été découvert. La découverte, c'est aussi l'accompagnement psychologique, comment elle a vécu l'affaire, comment ses enfants ont vécu l'affaire, en particulier sa fille Caroline, son fils David, qui était dans une colère noire et voulait tout jeter à la poubelle, oublier cet homme qui avait été leur père quand elle essayait de préserver un petit peu ce qui restait. Et puis, il y a aussi les détails qu'elle livre sur ce qu'elle a appris, sur ces 50 violeurs qu'elle a affrontés au tribunal d'Avignon, des hommes qui, parfois, sont passés chez elle avant pour juger la marchandise sur pièce sous prétexte d'acheter un pneu de vélo ou de faire les courses au supermarché de Carpentras en même temps qu'elle et son mari. C'est toute une violence et en même temps la terrible banalité de ces hommes qui, ok, ont répondu à un appel sordide, mais en fait étaient finalement monsieur tout le monde. Elle revient aussi, Gisèle Pellicot, sur son cheminement intérieur, ce qui lui a fait choisir finalement de lever le huis clos. Oui, parce que ça n'a pas été son choix, en fait, pendant la plupart du temps. Elle a appris et découvert l'affaire en novembre 2020. Le procès a commencé en septembre 2024. Elle a eu 4 ans pour se faire à l'idée. Et bien, pendant la plus grosse partie de ces 4 années, elle a décidé que ce serait à huis clos. Et puis un jour, elle s'est dit, mais en réalité, je vais être la proie de ces hommes. Je vais me retrouver seule avec eux. Et ce sera leur parole contre la mienne. Sachant que les statistiques nous montrent toujours que dans l'immense majorité des cas, les affaires de viol sont déboutées, qu'il n'y a même pas d'ailleurs de procès et que 94% des affaires font pchit. Et elle s'est dit, là, il y a des preuves et je ne veux pas me retrouver prisonnière de ces 50 hommes plus mon mari dans la cage que représente le tribunal. Elle a donc décidé quelques semaines seulement avant le procès de lever le huis clos et ça a permis de changer radicalement les choses. Je vous rappelle qu'il y avait un autre procès pour viol qui avait fait l'histoire, c'était en 1978, 2 jeunes femmes qui avaient été violées en Réunion dans le sud de la France. Elles étaient défendues par Gisèle
Chantal Halimi, et elles étaient les toutes premières à avoir décidé de lever le huis clos sur une affaire de viol. Ça avait entraîné un changement de société majeur, une prise de conscience de ce qu'était le viol, et non pas juste une petite affaire un peu grivoise à aller avec des nanas qui finalement après coup se disent qu'elles auraient bien voulu que ça se passe différemment. Et bien là, ça avait un peu ouvert les yeux, et l'affaire Pellico a aussi permis ça, avec la levée du huis clos notamment, c'est de faire changer la définition du viol, qui était une pénétration jusqu'à présent par violence, contrainte, menace ou surprise, et qui est désormais un acte sexuel sans consentement. Et Gisèle Pellico fait désormais partie des noms que le monde entier connaît, des personnes qui sont reçues par la reine Camilla dans sa résidence londonienne de Clarence House. Oui, ça paraît surprenant, et pourtant finalement c'est assez en lien avec son histoire personnelle, ses engagements en tant que souveraine au Royaume-Uni. La reine Camilla avait d'ailleurs écrit en mars 2025, quelques mois après le procès, une lettre à Gisèle Pellico pour lui dire son admiration. Elle avait aussi raconté qu'elle avait, par ses activités associatives, caritatives, rencontré beaucoup de victimes, entendu énormément de témoignages, été choquée à maintes reprises, mais que là, elle pensait qu'elle avait déjà tout vu et qu'elle avait été choquée encore plus. C'est intéressant aussi parce qu'elle a raconté dans un livre sur son histoire, il y a peu de temps, qu'elle avait été elle-même victime adolescente d'une tentative d'agression sexuelle par un homme qu'elle avait finalement réussi à non seulement arrêter, mais faire arrêter. Mais tout ça tombe quand même à un moment bien particulier pour la monarchie britannique. C'est le tremblement de l'affaire Epstein, avec l'ex-prince Andrew, qui a été non seulement déchu de tous ses titres royaux, mais qui est poursuivi pour des suspicions très profondes de viol sur mineurs. C'est donc intéressant que ça se prononce ou ça se passe au même moment. Merci beaucoup, Laure Manin, d'être passée par le plateau de Paris Direct pour nous parler de cet ouvrage. À peine une semaine qu'il est sorti en librairie, et l'édition, évidemment, s'arrache.